Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delphine. Et on va parler ensemble d'hypersensibilité. Et c'est un sujet très très vaste. Alors tout d'abord Emmanuel, on va essayer de faire un peu connaissance avec toi. Si tu veux bien te présenter, qui tu es, quelles sont tes passions dans la vie, voilà, un peu dans les grandes lignes. J'ai fait des longues études, je vais avoir bientôt une soixantaine d'années, en septembre prochain. Et j'ai travaillé dans des métiers d'ingénieur. Après, ça a dérivé plutôt vers des fonctions plus de marketing, mais orientées market intelligence. Donc beaucoup d'analyse de données et de réflexion, qui est un sujet que j'aime beaucoup. Parce que tu réfléchis beaucoup. Disons que je ne m'arrête jamais de réfléchir. Oh, on va voir ça, justement. On a tout notre temps pour en parler. Et du coup, comment tu pourrais définir un petit peu cette particularité que tu as, donc l'hypersensibilité? Comment tu pourrais un peu nous décrire ça avec tes mots? Qu'est-ce qui te vient en premier quand on te parle d'hypersensibilité? Ressentir plus de choses, avec plus de nuances et plus de relations entre ces différents ressentis. Un petit peu nexialiste, c'est ça? Heu, oui, il y a un côté, Pour les oh, fans, les oui, fans de SF c'est en trouveront référence à peut-être. Van Vogt d'un livre qui s'appelle La faune de l'espace, où il décrivait le l'épopée un peu façon Star Trek d'un vaisseau à travers différentes, nouvelles apparemment sans lien, mais qui ont un lien et dans lequel, tous les membres d'équipage sont des spécialistes de différentes, spécialités, mathématiciens, physiciens, biologistes, philosophes, psychologues, et cetera. Évidemment, j'en oublie et qui ont tous une expertise extrêmement poussée dans leur spécialité et une nouvelle, discipline qui s'appelle le nexialisme, qui consiste en fait à n'être spécialiste de rien, mais à pouvoir faire des connexions entre les différentes spécialités. Et il se trouve que dans leur épopée façon Star Trek, ils découvrent des formes de vie extraterrestres et aucun des spécialistes experts en leur domaine n'est capable de trouver la solution pour communiquer, pour résoudre le problème, etc. Sauf le nexialiste parce qu'il va prendre les informations là où il faut, en faire la connexion et voir ça de manière globale et avec la capacité de comprendre la complexité des relations entre les différentes disciplines. C'est quelque chose qui d'ailleurs, je trouve, a une résonance extrêmement contemporaine aujourd'hui. Ah bon? Alors, on rappelle évidemment, c'est un petit peu le moment, merci Jamy. On rappelle que l'hypersensibilité donc n'est absolument pas un trouble psychiatrique, hein, puisque c'est juste, un trait de fonctionnement particulier, qui est souvent, lié à, déjà sensibilité, donc les sens, les 5 sens, donc la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût, mais à moindre mesure, parce que c'est uniquement présent, dans la bouche. Et également une forte réactivité émotionnelle et une grande profondeur de traitement des informations, donc justement ce qu'on vient de dire par rapport aux nexialistes. Donc c'est important de pouvoir bien différencier ça avec une pathologie, puisque c'est vraiment un fonctionnement au même titre que l'autisme ou les autres fonctionnements neurodéveloppementaux qu'on peut avoir. Donc ça, mais je suis sûre que Emmanuel, tu as dû avoir beaucoup de personnes qui ont dû te sortir des mais tu es trop sensible. Alors, j'avais pas de mots, en fait, pour décrire le décalage que je ressens, parce que c'est une des premières heu, émotions ou sensations ou ressentis, en tout cas, qu'on a vis-à-vis du reste de nos semblables. C'est qu'on se sent totalement décalé et donc, comme on est décalé, on dit: «On n'est pas dans la norme». Comme on n'est pas dans la norme, on dit qu'on a une pathologie et cetera et cetera. Alors qu'en fait, heu, il s'agit juste, de se dire qu'on perçoit, je vais même pas dire différemment, mais on perçoit en général
plus loin, avec plus de connexion. C'est un petit peu comme certains, quand on fait des tests d'audition, certaines personnes entendent presque à la limite de l'infrason ou presque à la limite des ultrasons, alors que d'autres ont, une amplitude de capacité auditive qui est plus restreinte. De la même manière, on a constaté que certains individus, ben, ils sont daltoniens. Alors là, ben, comme ça pose un problème pour certaines choses quotidiennes, on parle de pathologie, mais il y a des gens qui arrivent à voir les couleurs avec une capacité de nuance que d'autres n'ont pas. Pourquoi? C'est comme ça, on est tous différents. Donc la notion de différence, me paraît pas, appropriée parce que, on est 8 milliards sur la Terre, mais on est tous différents de base. Donc la notion de différence n'est pas un facteur différenciant justement pour, faire un jeu de mots. Bah, tu sais d'ailleurs que, vu qu'il y a environ 20 à 30 de la population qui présenterait cette forte sensibilité, à 30, on est clairement sur un tiers, donc on n'est plus dans une différence, on est juste dans une variation, normale, il y a juste un tiers de la population, qui va avoir ce range-là, de sensibilité. Donc, Bah, c'est plutôt bien de se dire que justement on est nombreux à pouvoir ressentir beaucoup de choses. oui, moi aussi, quand j'ai vu le pourcentage, je me suis dit: «Ah, c'est bien. Ah, je me sens moins seule, de me dire qu'il y a autant de gens, finalement, qui vont avoir aussi cette possibilité de voir le monde, d'un œil, différent». Ouais, ça je trouve ça vachement bien. C'est quelque part, d'abord le fait, quel que soit ce qu'on a, même si ça nous rend unique, le fait de savoir que parmi nos semblables, il y a des gens qui ont vécu des expériences similaires, c'est extrêmement rassurant parce que ça élimine une partie de ce décalage, justement. Bah, oui, ça veut dire qu'on a juste, des gens qui sont comme nous et même s'ils sont pas exactement comme nous, il y a quand même, heu, un overlap, enfin, en tout cas, quelque chose qui se recouvre, suffisamment commun pour qu'on puisse se reconnaître, comme «un groupe» entre guillemets. Donc ce qui est effectivement, beaucoup plus rassurant, De ce point de vue-là, oui, mais ça n'empêche pas un fort sentiment de décalage, qui mène souvent à se sentir très incompris. oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui est important de noter aussi, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas, enfin, il y a aucune discrimination de genre, hein, c'est autant chez les hommes que chez les femmes. Il y a aucune, discrimination aussi de type de sociabilisation. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes hypersensibles chez les introvertis que chez les extravertis. Et du coup, c'est pas une question de «je suis timide donc je suis, hypersensible». Non, c'est juste vraiment une autre façon de ressentir et après en fonction de comment on est dans la société par rapport aux normes, aux dogmes, aux biais sociétaux, bah, ça va pas forcément s'exprimer pareil pour les femmes que pour les hommes, pour les hypersensibles introvertis que pour les hypersensibles extravertis. Et finalement, c'est la société qui va créer les difficultés. Parce qu'on Euh, veut mettre ça dans des cases et il y a des moments, il y a des choses qui rentrent, en tout cas dans aucune case existante. eh bien, créons nos propres cases, j'ai envie de dire. Alors l'homme a toujours voulu classifier, on est d'accord. Moi-même, j'aime beaucoup, les symétries, les classements, les comparaisons, mais je trouve très dommage et dommageable le fait que, nos sociétés, actuelles et notamment dans le monde professionnel, heu, donc je mets les médias dedans, c'est-à-dire qu'en tant qu'auditeur, libre, heu, on voit un média, c'est donc un support professionnel, hein, Mhm. mais on y est touché en tant que particulier. On mette les choses dans des cases. Ça m'a fait penser, notamment à la manière dont on veut réduire une personnalité avec, un disque séparé en 4 zones et avec, la zone du dominant, la zone du perceptif, Le bleu, rouge, vert, oui, jaune. le bleu, rouge, vert, jaune, où on dit, bah, voilà, donc un individu se réduit à 4 zones et en gros, ceux qui seront patrons seront les rouges agressifs, quoi. Je me dis: «Mais d'abord, je trouve ça totalement inadapté et extrêmement réducteur et finalement dévalorisant pour, ce qui fait la richesse de quelqu'un dans n'importe quelle, société. Société au sens compagnie, hein, pas Mm. société aux sensibilisations. Parce que bien évidemment, tu es dans les quatre couleurs. Oui, moi j'étais à peu près au centre C'est fou et comme ça c'est dép étonnant. et ça dépend des cas, en plus, Oui. puisque ça varie au cours du temps, au cours de l'âge, au cours de la vie.
Ah bah ça, quand le monde du travail aura compris que nous ne sommes pas des robots, mais que nous sommes des êtres sentients. Ça, c'est une chose et l'autre chose, c'est que, on confond un support scientifique pour pouvoir analyser quelque chose et le classifier pour aider à comprendre, Mm. avec une sorte, effectivement, de Labellisation. loi ou de labellisation qui devient extrêmement dogmatique et exclusif au sens, ça n'appartient plus à, de tout ce qui n'est pas dans cette case-là. Mm, Et ça, ce type heu, je dirais de classification, sociétale, heu, a été un des facteurs, pas le seul, loin de là, qui a conduit à des, comportements totalement communautaires. Au sens, on est entre nous, on est dans un club, en quelque sorte, et tout ce qui ne fait pas partie du club est forcément, mécréant, hostile, voire opposé à nous, oui, c'est-à-dire communautaire dans le sens sectaire. dans le sens sectaire. Mm. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est effectivement très dommageable, ça. Et justement, si on reprend un peu donc l'hypersensibilité, poum, titre, souligné, 2 points. Donc on a dit que ça pouvait concerner donc les 5 sens et les émotions. Donc après, dans les émotions, il y a tout ce qui va être conflit, ambiance, les valeurs morales, l'injustice, ce genre de choses, et également tout ce qui va être art sous toutes ses formes. Donc, je te propose qu'on fasse une sorte de petite liste à cocher pour savoir donc comment tu ressens les différentes choses. Alors, petit 1, le goût. Comment ça se passe chez toi, le goût? Alors, c'est compliqué parce que déjà, tu prends un sujet qui ne fait pas intervenir que le goût. Ah bah oui, parce que c'est vrai que le goût est Puisque lié à l'odorat. le premier rapport que tu as avec la nourriture, il est visuel. Et je C'est dirais vrai. même, avant ça, il est même dans ton souvenir. Ça peut être un souvenir olfactif que tu as eu par le passé qui va générer une attente, un plaisir que tu n'as pas La encore Madeleine eu. de Proust. Mm. Ah! Le flan de ma grand-mère. Et quand tu Ceci dit, vois le un flan de ma flan, grand-mère est délicieux. voilà, et quand tu vas, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais c'était pour prendre un archétype. Mais, le souvenir qu'on a eu de quelque chose qui était extraordinaire, quand on retrouve un plat qui est similaire, on a une attente par rapport à ça. Mm. Donc, on élimine tous les artefacts, mais qui participent à la construction du goût. Au moment où on goûte, justement, on fait appel à toutes ces choses-là, à la mémoire olfactive, à la mémoire tout court, parce que ça a pu se passer dans une certaine ambiance avec certaines personnes. Euh, Ça a pu être lié à un événement particulier, heureux ou malheureux d'ailleurs. Hein, pourquoi j'aime pas les épinards? C'est pas le cas, hein. Mais pourquoi j'aime pas les épinards? C'est plutôt le cas de Laurent d'ailleurs. Il se reconnaîtra. Mais bah parce que petit, on l'avait obligé à en manger ou il y en avait qui avaient été peut-être mal nettoyés ou un truc comme ça et depuis, bah, voilà, il dit qu'il aime pas. Maintenant, bon, ça fait il y a prescription, mais donc le goût est éminemment personnel et subjectif et au moment où on goûte, l'hypersensibilité fait qu'on va pouvoir associer justement plus, on va convoquer beaucoup plus de ses souvenirs, de ses autres sens, de sa réflexion par rapport à ce qu'on est en train de goûter, faire des connexions avec des sujets qui n'ont a priori rien à voir. Oui, c'est ça la force, justement. C'est une foison de liens neuronaux sur un point particulier. Oui, ouais, je saurais pas mieux dire. C'est sorti comme ça. Mais donc c'est très compliqué d'isoler. Il faut toujours avoir en tête, et c'est ce que j'ai, et comme en plus je n'arrête jamais de réfléchir sur ces sujets, à chaque fois, ça fait appel à tout un tas de choses. C'est pour ça que j'ai été pas mal content de voir cette notion de nexialiste que je reprends pour mon propre compte. Heu, je vais prendre un exemple même plus simple que la gastronomie qui peut faire appel, si on parle que du goût. Après, il y a la sensibilité et l'éducation du goût qui fait Oui, un que petit peu comme dans Ratatouille, quand Rémi, justement, va tester pour toute la colonie de rats. C'est bon, ça, c'est voilà. pas Donc toxique. il y a des gens, on peut leur mettre, on va dire des produits tout venant, ils vont pas la différence, entre un poulet de batterie et un poulet de Bresse. Oui.
par exemple. Et je vais prendre un sujet même plus simple. Quand je suis dans l'état qui va bien, c'est-à-dire un état de perception pas perturbé par trop de choses, quand je regarde euh, le, je dirais l'horizon, même s'il n'est qu'en partie visible, un paysage type nature, donc on va prendre quelque chose de simple. On est au bord de la plage, donc on voit l'horizon assez loin, le ciel, la mer. J'ai instantanément un certain nombre de choses qui sont convoquées. Je vois la totalité de la planète Terre et j'arrive, comme si j'arrivais à dézoomer complètement, un peu comme dans le début du film Contact, Oui. c'est pour ceux qui l'ont vu. J'arrive à dézoomer et de voir que la partie que je vois, en fait, est partie d'un tout qui est incommensurablement plus grand. Le big picture. Et ça fait ça permet, en tout cas, d'avoir ce terreau pour pouvoir faire les connexions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faites automatiquement, mais dans mon cas, j'en fais beaucoup. Donc du coup, si on prend le goût et donc je suppose l'odorat aussi pour les connexions, et Bah, l'ouïe, tu vas faire un lien entre tous tes sens au niveau connexion. par exemple, oui, l'ouïe, vous prenez un chips. Un chips. D'ailleurs, c'est une chips. Je crois que c'est féminin. Bon, Une je me petite souviens pomme pas. de terre frite. Oui, quelque chose de croustillant. Il y a un son. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, Et totalement. le son, d'ailleurs, ça a été Ça joue démontré beaucoup au fait qu'on aime beaucoup les chips. ça a été démontré. Les choses qui sont croustillantes, comme les cacahuètes, les chips ou les choses comme ça fait partie d'une addiction, ou enfin, j'aime pas trop ce mot dans ce cas-là, enfin, du plaisir en tout cas qu'on Ça a. accentue Voilà. Et ça donne un petit l'expérience. goût de reviens-y. Le fameux petit goût de reviens-y. D'ailleurs, on dit ne pas manger de cacahuètes, c'est facile. Manger une cacahuète et s'arrêter, c'est très difficile. Même impossible. Dans mon cas, c'est un challenge permanent. Surtout celle qui se décortique. Mais du coup, là, pour le goût, c'est vrai qu'on n'a pas trop la notion d'un goût qui va pouvoir entraîner une douleur tellement on a une sensibilité à ce goût. C'est assez peu fréquent en règle générale, à moins d'avoir... Alors, il y a des gens pour qui un plat absolument merveilleux tire des larmes. Personnellement, ça n'est pas sur ce type je dirais, de support que moi, je vais le plus loin dans les émotions. C'est vraiment beaucoup plus sur la musique, hein, Oui, par le exemple, côté auditif. ou la nature. C'est-à-dire le visuel, la perception qu'on vit dans un vaisseau qui est le seul viable, que ça, on fait partie d'un tout a priori qui n'a pas vraiment de centre d'ailleurs. Ça c'est merveilleux. Moi, ça m'est arrivé de pleurer en voyant le ciel étoilé, ça m'est arrivé de pleurer en voyant un arbre. Pour la musique, bon, tout le temps quand, ça me génère vraiment parmi les émotions les plus nuancées. Alors musique, évidemment, Plutôt orchestral. Moi, c'est plutôt classique au sens, on va dire les musiques à partir du, XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe. Les grands romantiques. Pas seulement. Pour moi, j'en mets un, par exemple, à part, c'est Bach. Oui, bon, après... Donc, en tant que romantique, Bach, c'est pas trop le profil. Mais il y a des choses... par exemple, ça m'est arrivé de jouer le début de la toccata en ré mineur de Bach sur un orgue dans une église. Rien que de penser à la sensation, ça me génère énormément d'émotions. Il y a certains morceaux de musique, par certains interprètes, qui me tirent les larmes à chaque fois. Mais donc, du coup, là aussi, ça convoque plusieurs sens. Et les émotions, du coup. Ah ben oui, la musique est essentiellement émotionnelle. Et encore une fois, je ne parle pas de qualité, je dis simplement que la musique dite classique... C'est celle qui te fait le plus vibrer. Personnellement, c'est celle qui me fait le plus vibrer. Mais j'ai essayé de théoriser, enfin c'est un bien grand mot, pourquoi on pouvait ressentir toutes ces nuances, ces palettes d'émotions avec le classique et pas avec une chanson qui peut nous procurer énormément de plaisir, hein, encore une fois. J'ai l'impression que ça convoque pas les mêmes choses parce que souvent dans une chanson, on a aussi les paroles, alors que dans le classique, même pour les opéras, on va être beaucoup plus en retrait de la signification et on va être beaucoup plus sur le langage universel de la musique en tant que telle. En ce qui me concerne, oui.
Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens après, mais Mais pour la musique dite classique, et j'y associe même les musiques plus modernes, que je comprends plus trop d'ailleurs, comme Boulez ou Mmh. des gens comme ça, et, Musique de film? et musique de film qui sont pour moi l'héritage direct de la musique classique, hein, John Williams, des Mmh. gens comme ça. Alors pourquoi, pour moi, elles sont le terreau qui permettent justement à des hypersensibles de comprendre toutes ces connexions et donc de monter en émotion très très fort. C'est parce que c'est un petit peu comme quand on construit quelque chose. Quand on construit un langage, il faut des briques de base. On appelle ça le vocabulaire, au sens large. Et ben pour la musique, il faut du vocabulaire. Pour construire une maison, il faut du vocabulaire. C'est la brique, le ciment, les murs, les poutrelles, enfin tous ces trucs-là. Si on a une brique de base, elle peut Ouais, être ouais. super belle, vachement bien, mais on va pas exprimer grand-chose. On va avoir une toute petite maison. Non, ça dépend, on peut en avoir plusieurs, mais si elles sont toutes les mêmes, Ah oui. ça va être plus compliqué de faire des formes différentes. Alors on me dira qu'avec Lego, on peut... Bon, j'élimine ce genre de cas. Oui, mais Mais Lego, ils trichent parce qu'ils font des plus ou moins grands. dans le cadre de la musique, quand on a une pompe harmonique qui est très simple, finalement, ça va pas convoquer tant de choses différentes, ou parce que l'émotion vient aussi d'une certaine forme d'originalité, de ressenti qui a caractère un peu unique. Pourquoi Oui, ce c'est-à-dire timbre de voix fait qu'il va y ceci? avoir une émotion, mais il va pas y avoir forcément des émotions complexes. Et avoir beaucoup de vocabulaire permet d'exprimer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de les exprimer bien, mais ça permet, c'est le terreau qui permet potentiellement d'avoir ça. Mmh. Et c'est pour ça que dans mon cas, je considère que ce type de musique étant plus riche en termes de vocabulaire, Bah, déjà, il y a beaucoup plus factuellement, d'instruments. permet de faire plus de choses. Et notamment dans la musique orchestrale, il y a tous les timbres des instruments différents. J'y mets la voix Oui, oui, également. on est bien d'accord. Mmh. Et même chaque instrument peut avoir sa sonorité particulière. Tel Stradivarius va pas sonner pareil qu'un tel autre, un Steinway va pas sonner pareil qu'un Yamaha, etc., etc. Et une voix comme la Calas, dans Norma, va pas sonner pareil que n'importe qui d'autre, qui peut être une cantatrice absolument géniale aussi. C'est vrai qu'il y a eu des spécificités uniques aussi dans le monde des artistes qui font que même pour un même type d'art, bah, ça sonne pas pareil avec tel ou tel. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'est mes parents qui m'ont raconté, quand j'étais vraiment très petit. Je me souviens de quand j'avais à partir de 6 ans ou 8 ans, mais avant, je m'en souviens pas. Mes parents me racontaient que j'étais sur le canapé à certains morceaux de musique, pas tous, et que j'étais complètement allongé, pratiquement dans un état second, quand j'écoutais certains morceaux. Une transe émotionnelle en quelque sorte. On pourrait dire ça, oui, donc il y avait, des morceaux comme, le 2e mouvement de la 7e de Beethoven, il y avait le Boléro de Ravel, il y avait, certaines rhapsodies hongroises par Xifra, et cetera, et cetera. Bah, de toute façon, je pense que ça joue aussi par rapport à la personnalité qu'on a. Je pense que les choses qu'on aime, quel que soit l'art sur lequel on va aller, ce qu'on aime dans chaque type d'art est lié aussi à la personnalité qu'on a chacun. Et du coup, une forme spécifique va pouvoir résonner en nous d'une certaine manière, que ce soit par exemple pour de l'art pictural, de l'art musical ou de l'art vivant. Ce sera en fonction de ce qu'on aime bien, ça va être... moi, je sais que je suis très peu sensible, par exemple, aux mises en scène actuelles de la comédie française, parce que du coup, pour moi, c'est tellement vide et brute que je perds en fait tout l'univers que je me suis créé autour de l'œuvre qu'ils sont en train de jouer. Donc, avec ma personnalité, ça ne marche pas. Je perds entre guillemets. C'est comme si on avait gommé un petit peu. On m'a fait une superbe image qui me racontait plein de choses et on a tout gommé. On a fait des bonhommes bâtons. Bon. Oui, c'est un peu je ressens un peu la même chose. La comédie française, c'est pas le théâtre n'est pas du stand-up, hein. Ah oui. Voilà, il y a un minimum des fois de décors, de costumes qui doivent être évocateurs et faire partie de l'évocation Ou alors générale. c'est qu'on fait de l'improvisation, mais là c'est un autre art. Bon, là, on n'est plus dans l'hypersensibilité, on est dans les goûts et les couleurs. C'est comme les Oui, mises en scène d'opéra. tout Il y à en a fait. certains auxquels je n'adhère pas du tout parce que pour moi, ils dénaturent l'œuvre. Oui, là C'est c'est plus les goûts, mais disons c'est qu'après comme dans si le on repeignait un ressenti. tableau qui a déjà été fait. Non, on le repeint pas.
bah oui. Ou alors Sauf s'il c'est faut le que restaurer, mais ça, c'est différent. ou alors c'est que l'auteur lui-même a déjà repeint dessus comme Léonard de Vinci. Maintenant, c'est plus complexe que ça, puisque il y a certains Asiatiques, notamment les Japonais, qui ont un rapport aux choses dites artistiques totalement différent. Mmh. Pour qu'une œuvre vive, elle est en constante modification. C'est-à-dire qu'elle est un bâtiment, par exemple, qui a été fait de manière très artistique. S'il y a une poutre qui se dégrade, il l'enlève, il la remplace. Ce qui fait que 500 ans plus tard, qu'est-ce C'est que le ça veut bateau de dire? Thésée. C'est le bateau de Thésée, exactement. Oui, c'est ça. Quelle est l'origine finalement? Après, il y a aussi Et je sais encore une plus si fois, c'est ça a des les. résonances aujourd'hui avec l'informatique et la notion d'original Oui, ouais. par rapport à une copie. Ah bah après, je pense que bah justement, tiens, en tant qu'hypersensible, tout ce qui vient de l'intelligence artificielle, est-ce que tu ressens que du coup, ça a pas été fait par un humain? Heu, c'est difficile de répondre à une question comme ça. J'ai un ressenti extrêmement fort vis-à-vis des intelligences artificielles, puisque pour moi, elles sont en train de nous priver de notre puissance d'être. Oui, Et alors ça, pour un hypersensible, ça fait mal, oui. ça fait très mal. Voilà. Et je reconnais comment je pourrais dire? La technique? Je peux pas parler d'utilité parce que pour moi, détruire, ce qui fait de nous, des humains, je trouve pas que ce soit très utile. Mais je comprends, pour avoir moi-même des attirances vis-à-vis de ça, l'intérêt que ça peut susciter et le confort que ça peut apporter sur un certain nombre de choses. Maintenant, comme je fais des connexions avec tout un tas de trucs, le prix réel à payer sur le long terme, il est effroyable à tout point de vue. Et je ne parle pas de CO2 hein, uniquement. Oui, Je ne c'est parle pas plus au d'énergie niveau, uniquement. C'est le éthique et moral, éthique et morale. Alors, je sais que ça fait très discours militant de gauche, ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, la physique, elle n'est ni de gauche ni de droite. Quand on est en train de transformer notre planète en poubelle généralisée, ça, c'est ni de gauche ni de droite. mmh. Le CO2 en est une partie, la consommation d'énergie en est une partie, mais l'humanité en tant qu'espèce vivante, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que, un, on est le problème, deux, qu'on fait partie de cet écosystème et que si on exerce une prédation de plus en plus forte sur quelque chose qui est fini, ben, comme dit Après, il y en quelqu'un a plus. d'assez connu, on vide les placards et on remplit les poubelles. C'est sûr. Mais Voilà, justement, donc c'est intéressant ce que tu dis là parce que ça me fait penser à justement une notion, au niveau de l'hypersensibilité. C'est que, ton hypersensibilité, elle est aussi morale au niveau des valeurs, que tu as sur le monde et du coup, je sais qu'on avait discuté il y a pas très longtemps, d'écologie justement et la claque écologique, toute cette réflexion que tu as par rapport à ça, cette sensibilité et donc cette, révolte par rapport bah, au fait qu'on est en train de foutre en l'air la planète. On prend un risque. Moi, je pense que le salut, il vient de nous. Alors, il ne faut pas attendre des industriels et des politiques qu'ils résolvent nos problèmes, sachant que, encore une fois, le problème, c'est pas l'extérieur et l'homme va le résoudre, c'est nous sommes à l'origine du problème et il faut qu'on arrête les conneries, pour dire les choses brutalement. Et la première des bêtises qu'on fait, malheureusement, c'est de nier que nous sommes partie du problème. On fait Oui, mais partie de ça justement, l'écosystème. est-ce que c'est pas parce que tu as Moi, je cette ne deviens hypersensibilité que tu as autant conscience de ça et que ça te touche aussi fort? ben, quand je parlais de l'image que quand je vois un paysage, je vois la planète entière, Ah ben, bah, c'est ça. Et quand je dis la planète, j'arrive après à transposer dans l'univers entier. Comment je pourrais dire? Comme tout le monde, et peut-être même plus que beaucoup de personnes, je ne suis pas capable de devenir Diogène et de vivre avec un verre d'eau, et un crouton de pain dans une caverne. Encore que le pain, il faudrait que quelqu'un le fabrique et je ne suis pas boulanger. Mais bon, ça, je ne suis pas capable. Donc renoncer à tout ce qui a permis d'améliorer le confort de notre vie, oui, pendant cette bulle de 2 siècles qui, correspond à l'ère industrielle, je reconnais le confort que ça nous a apporté.
Le problème, c'est qu'on est devenus des obèses de ce confort. Comme dans Wall-E. Pour prendre une image. Oui, bah, je trouve que ça, c'est très bien vu. Je suis pas trop Walt Disney sur un certain nombre justement d'aspects, mais ça, je trouvais que c'était bien vu par rapport au fait que plus on est assisté, moins on est. Mmh. Et c'est en ce sens que quand on est hypersensible, on voit des dangers que les autres ne perçoivent pas. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, euh, je résiste très très fort, autant que je peux, à une utilisation, je dirais, superficielle de cet outil. Ça peut rendre des services, mais c'est pas une IA qui va réfléchir à ma place. C'est pas une IA qui va exister à ma place. C'est pas une IA qui va ressentir à ma place. Je vis pas par procuration. Et ça, c'est vachement important. Quant au sujet que tu évoquais tout à l'heure, sur... je suis pas un catastrophiste en disant ça va s'écrouler parce que je pense que le salut, il vient de là. Et ça m'a été enseigné par 2 personnes qui sont mon beau-père et ma femme, la notion d'altruisme. Quand je dis ça m'a été enseigné, ça m'a été transmis. C'est une sorte d'osmose parce que ces 2 personnes-là sont les personnes que je connais qui sont les plus altruistes. Et l'altruisme, c'est le côté bon samaritain, c'est qu'il ne fait pas quelque chose dans l'espoir d'un retour. Il le fait parce que prendre en compte l'autre, c'est prendre également en compte soi. L'autre, soi, nous sommes des individus, mais nous sommes aussi partie d'un écosystème. Je ne vais même pas dire humanité parce que c'est très anthropomorphique et ça va encore générer l'image que l'homme est supérieur aux autres espèces vivantes. C'est vraiment ce que je ne crois pas. Parce qu'il faut quand même être sacrément con pour transformer notre planète en poubelle consciemment. Mais bon. D'ailleurs, il y avait un livre, Demain les chiens, où c'était les chiens qui avaient... c'est Simac, je crois, qui avait écrit ça, où c'était les chiens qui racontaient l'histoire justement de la planète avec les anciens humains. Et je crois on se rend compte à la fin qu'il y a les fourmis qui vont prendre le contrôle ou un truc comme ça. Donc c'était très marrant. Enfin bref. Et je trouve que ces idées, d'ailleurs, le malheur, c'est qu'elles sont devenues militantes. Et je ne fais pas du militantisme. C'est totalement apartisan, ce genre de discours. La physique n'a pas de parti. La physique, c'est la physique. Elle existe. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui existe, est-ce que tu as aussi des sensibilités, par exemple la sensibilité à la lumière, la sensibilité à des textures, alors, pour le toucher, oui. au son. Au niveau son, ça c'est certain. Il y a des sons qui me vrillent les oreilles, à tel point que quand je fais certains bricolages avec des outils un peu stridents comme scie circulaire ou perceuse dans du béton ou des choses comme ça, je mets un casque. La sensibilité à la lumière, ça m'est venu un petit peu plus tard. Les lumières des voitures, des phares, les lumières violentes me donnent mal à la tête assez rapidement. Mmh. Au niveau du toucher, il y a beaucoup de fois où j'ai la sensation de... C'est pas une brûlure, mais un petit peu comme quand on s'est écorché quelque part Oui, je vois très bien. et Ouais. qu'on a la peau un peu plus sensible à cet endroit-là. Et on regarde, il y a absolument rien. Mais c'est horrible. Moi, ça me fait ça Et des puis fois ça reste, sur le bras. ça reste sur le Le bord du bras. C'est ça. Et c'est infernal. Ça Et fait ça un veut mal dire de chien. On peut plus porter un pull ou des choses comme ça. Ou être étranglé par son propre collier. Bon, du coup, tu portes pas de collier, mais... Non, mais j'aime pas. cravates. Ça a été très dur de porter des cravates au début. Pour cette raison-là, je déteste être enserré au niveau du cou. Mmh. Et pourtant, j'ai un foulard parce que j'ai des problèmes Mais un au foulard niveau doux. cervical, et qui ne sert pas. Dans une matière très noble et très douce. Non, je suis sensible à un certain confort, c'est sûr. Pour revenir à Après, ça. ceci dit, je pense que oui, la sensibilité à des vêtements, moi je connais des personnes justement qui sont pas capables enfin, qui ont vraiment la texture des chaussettes, par exemple, horrible, ou alors il faut absolument les pulls, il faut que ce soit du cachemire parce que si c'est pas du cachemire, ça gratte. Alors la laine, enfin la laine brute style pull irlandais, je ne peux pas le porter à même la peau, c'est impossible. Ah.
C'est impossible. Maintenant, sur les bras, j'y arrive un peu plus parce que j'exerce un contrôle et puis un travail mental là-dessus. C'est un peu comme la gestion de la douleur et des choses que j'ai apprises aussi des mêmes deux personnes que j'ai citées tout à l'heure. On va aller leur rendre visite probablement sous peu. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est normal, trop de liens. La laine. Ah oui. C'était sur la sensibilité. Bon, ça reviendra tout à l'heure. J'ai perdu le fil. C'est normal. Ça se bouscule trop. Ça, pareil, c'est aussi quelque chose qui m'arrive souvent. Mon cerveau va à toute vitesse et le fait de verbaliser ce que j'ai en tête, ça va pas assez lent. vite. Oui. Ça va pas assez vite. Et c'est une frustration qui est proche du désespoir fort, instantané. Ça fait une sensation de perte, en fait. D'avoir perdu quelque chose qu'on avait et qui était... c'est surtout le sentiment d'incapacité et de se sentir prisonnier, quoi. C'est très, très difficile. Il y a, par exemple, quelque chose, quand j'en ai parlé à d'autres couples d'amis, ils ressentent pas ça. Mais quand on se comprend pas avec mon épouse, c'est une souffrance que j'arrive pas à supporter. La semaine prochaine. Justement, j'avais besoin d'une petite transition. C'est parfait, la voilà. On va pouvoir parler justement du monde qui est autour de toi, puisque évidemment, en tant qu'hypersensible, on a tous ces ressentis qu'on a décrits, mais c'est bien de savoir aussi comment tu vis avec tout ça dans la société. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.